On fait ça toute la journée, on range tout et tout le monde dans des cases. Alors, il y a les métiers manuels, les métiers intellectuels, il y a les agriculteurs, il y a les start-upers. En fait, on passe notre temps à ranger tout et tout le monde dans des cases, et donc on est très déstabilisé lorsque justement, eh bien, les cases débordent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Mac de Lyon. Le principe, nous recevons une personnalité, aujourd'hui Gabrielle Alpern, philosophe, spécialiste de l'hybridation, qui vient de sortir un nouveau livre, Et si le monde était un opéra, pour lequel elle a rencontré et échangé avec une cantatrice lyonnaise, Marina Viotti. En seconde partie de cette émission, je laisserai ma place à Bertrand Barré, designer lyonnais, pour échanger autour de ce thème de l'hybridation avec Gabrielle Alpern. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation à notre première émission. Bonjour. Alors, une première question pour poser un petit peu le débat. Quelle est l'intuition de départ? Pourquoi êtes-vous parti sur les senteurs et l'hybridation? Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Il y a effectivement près de 15 ans maintenant, j'ai commencé à m'intéresser à la question de l'hybridation parce que je sentais autour de moi qu'il y avait plein de petits signaux faibles de choses qui s'entremêlaient. Alors, des tiers-lieux qui commençaient à se développer, où on trouve un incubateur de start-up, une résidence d'artistes et une épicerie solidaire ou une crèche. Voilà. Des partenariats un peu incongrus entre des écoles d'ingénieurs, écoles d'art ou de design. Bon, je me disais, là, il y a plein de petits signaux faibles autour de nous. Il y a peut-être une sorte de tendance qui est à l'œuvre. Et donc, je voulais essayer de comprendre ce qu'elle signifiait, pourquoi éventuellement elle pouvait faire peur, et essayer d'aller interroger notre rapport à l'hybride, pourquoi est-ce qu'on a du mal avec ce qui n'entre pas vraiment dans les cases. Et donc, d'où cette figure du centaure que je suis allée rechercher. Le centaure, donc le mythe du centaure dans l'Antiquité grecque, c'est un personnage donc hybride, qui est un être humain au-dessus de la ceinture et un cheval en dessous de la ceinture. Figure hybride qui, à quelques exceptions près, est presque toujours représenté comme un monstre, un être monstrueux, agressif, voilà, avec un arc et une flèche, comme s'il nous voulait du mal. Donc finalement, c'est intéressant que les Grecs aient choisi d'incarner cette idée d'hybridité, d'hybridation, dans une figure négative. Voilà. Et je voulais essayer de comprendre pourquoi est-ce que, quand on dit de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est un peu hybride, c'est rarement un compliment. Voilà, on ne peut pas coller une étiquette, ça ne rentre pas dans les cases. Et je voulais aller interroger ce rapport-là à l'hybride, d'où la figure du centaure que j'ai souhaité réhabiliter dans mes travaux de recherche. Est-ce qu'en 15 ans, ça a évolué? Parce que l'hybride, parfois, c'est vu comme quelque chose de positif. On parle là de partenariat, un peu hybride. Est-ce qu'il y a encore ce côté négatif? Est-ce que vous le ressentez? Alors, heureusement, les choses ont effectivement évolué et pour le coup, voilà, moi, en tout cas à travers mes livres, mes propos, mes conférences, enfin, voilà, j'essaye en tout cas de redonner leur lettre de noblesse au centaure et de déconstruire le mythe du centaure pour en faire une figure effectivement plutôt positive, une figure d'avenir. Mais effectivement, non, ça n'est pas gagné. Il y a effectivement encore cette connotation négative. Encore une fois, parce qu'en fait, ça vient toucher en nous quelque chose de très sensible. L'être humain, effectivement, quand il a été jeté dans le monde, si j'ose dire, au tout début de l'humanité, effectivement, n'était pas vraiment gâté par rapport aux autres animaux. Il n'avait pas de cornes, d'ailes, voilà. Donc, il avait finalement besoin, avec son cerveau, de pouvoir finalement, peut-être rendre les choses peut-être dans le monde un peu plus prévisibles et en tout cas essayer de mieux comprendre le monde qui l'entourait pour pouvoir mieux y vivre. Et donc, effectivement, avec notre cerveau, on a développé une rationalité qui est très utile pour pouvoir comprendre le monde qui nous entoure. Le problème, c'est que cette rationalité s'est un peu rigidifiée au fil des siècles, au point de transformer notre cerveau en usine de production massive de cases. Et en fait, on fait ça toute la journée. On range tout et tout le monde dans des cases. Alors, il y a les métiers manuels, les métiers intellectuels, il y a les agriculteurs, il y a les start-upers. En fait, on passe notre temps à ranger tout et tout le monde dans des cases. Et donc, on est très déstabilisé. Lorsque justement, les cases débordent, éclatent, ou quand on est confronté à des choses hybrides. Donc, il y a là en fait finalement peut-être une révolution intellectuelle à opérer pour que finalement cette hybridation soit mieux comprise et évidemment mieux acceptée. À travers vos livres, on sent que se dessine une forme de parcours. Vous avez vu un hôtelier, vous avez vu un chef, vous avez vu une cantatrice, et pas n'importe lesquelles, vous allez nous l'expliquer. Qu'est-ce que vous cherchez à travers ces rencontres ?
Alors effectivement, j'ai créé un certain nombre de livres et dont 3 aux éditions de l'Aube, et donc j'ai créé cette collection Hybridation qui effectivement est une collection qui consiste en une série de rencontres. Alors ce qui m'intéressait, c'était d'aller chercher un grand représentant d'un domaine, voilà, d'un métier, d'un domaine. Alors effectivement, Guillaume Gomez, l'ancien chef des cuisines de l'Élysée, est actuellement ambassadeur de France pour la gastronomie et les arts culinaires. Cyril Aouizerat, donc artisan hôtelier, cofondateur des hôtels Mama Shelter, hôtel un peu hybride, et donc qui a créé aussi la chaîne d'hôtels Mob, les Mob Hôtels, il y en a un d'ailleurs à Lyon. Et puis Marina Viotti, grande mezzo-soprano, qui a remporté les étoiles de la musique classique, enfin les victoires de la musique classique l'année dernière. Et en fait, à chaque fois dans ces rencontres, déjà ce qui m'intéresse, c'est de confronter les idées. Voilà. Donc moi, on a l'impression d'une forme de casting. Alors, c'est un hasard l'ordre, c'est les rencontres. Alors, il n'y a pas il y a jamais de plan préconçu dans ma vie, et donc c'est toujours les rencontres, les amitiés, les coups de foudre intellectuels. Donc ça a toujours fonctionné comme ça. Et encore une fois, quelqu'un qui a une vision. Qui défend une vision, quelqu'un aussi qui est un vrai petit personnage, c'est-à-dire qui a un parcours un peu hybride et qui n'a pas toujours fait ce pourquoi il était destiné, et là aussi qui a voulu un peu casser les codes. Donc c'est effectivement le but de ces rencontres. Et puis en plus montrer que finalement la philosophie a quelque chose à dire dans plein de domaines, que ce soit la question de la gastronomie, la cuisine, et aller repérer tout ce que la cuisine dit de la société. Dans la question de l'hôtellerie, on pourrait se dire oui, bon, les hôtels, non, mais en fait les hôtels disent beaucoup de notre société, et à travers eux, on a réfléchi à la question de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est quelle hospitalité est-ce qu'un siège social, une entreprise offre aux jeunes générations? Quelle hospitalité l'espace public offre aux personnes âgées, par exemple? Enfin voilà, l'hospitalité, c'est une belle question de société. Et puis Marina Viotti, effectivement, là aussi, on a voulu explorer l'opéra, qui peut sembler être un monde un peu feutré et un peu décalé par rapport à notre monde, et voir au contraire à quel point l'opéra avait des choses à nous dire sur notre société aujourd'hui. Alors pour l'hôtelier, c'était l'hospitalité, et avec la cantatrice, quelle est la question de fond que vous abordez? La question de fond, c'est finalement se dire quand est-ce qu'on va justement aller encore plus loin dans cette question de arrêter avec ces entre-soi, ces petits mondes fermés. L'opéra parfois peut être effectivement un monde fermé. On le voit comme élitiste, faut le dire. Exactement. Et comment justement on va ouvrir ses portes. Et ça, c'est valable pour toutes les choses culturelles et autres. Et donc aller un peu casser aussi les personnages. On a exploré dans ce livre les personnages à l'opéra. Clairement, les personnages de femmes à l'opéra sont pas toujours très sympathique. D'ailleurs, la cantatrice explique dans ce livre qu'elle doit jouer parfois des hommes, parfois des femmes se déguisant en hommes. Enfin, c'est assez complexe, et que justement, elle doit aussi s'imposer dans ce monde pour imposer un petit peu ses vues, puisqu'il y a une forme de masculinisme, entre guillemets, qu'on ne soupçonne pas forcément dans la culture, mais qui est bien présent, et elle explique tout son parcours, et c'est aussi ça l'intérêt de ces rencontres, c'est de voir les difficultés qu'ont dû surmonter vos interlocuteurs ou interlocutrices. Oui, exactement. Et pour l'anecdote, voilà, puisque c'est ce livre que je viens de publier, Marina Viotti, donc je l'ai rencontrée au lycée du Parc, voilà, parce que je suis lyonnaise et j'ai fait mes classes préparatoires au lycée du Parc. On était toutes les deux en Cagne, en spécialité philosophie, et effectivement, je me rappelle à l'époque, elle avait créé un groupe de métal, donc elle était habillée tout en gothique, et elle donc c'est loin de l'image. Alors c'est loin de l'opéra. Voilà. Et en plus, je crois que vous racontez que la scène, c'est qu'elle se présente comme pour être élue déléguée de classe, et qu'elle va chanter sa profession de foi. Exactement, avec en rime, en alexandrin. Donc là, pour le coup, ça casse les codes. Exactement, et a cappella, et donc elle a évidemment remporté tous les suffrages à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir que 15 ans plus tard, elle est devenue une très grande chanteuse d'opéra qui se produit sur toutes les plus grandes scènes du monde, Bolshoi, Scala, Milan, enfin voilà, absolument partout. Et là aussi, il y a chez elle cette volonté de se dire, si on veut que l'opéra ait un avenir, il faut effectivement que l'opéra soit accessible à tous, il faut aller toucher les jeunes générations, il faut que l'opéra, pourquoi pas l'opéra de plein air, pourquoi pas l'opéra à côté d'un camping, etc., etc. Il y a eu des initiatives à Lyon, la Maison de la Danse, il y a le fameux défilé qui est quand même immergé dans les quartiers, il y a l'opéra hors les murs, est-ce que c'est déjà dans le bon sens? Alors ça va dans le bon sens, mais il faut aller encore plus loin, et l'opéra à l'hôpital, et l'opéra dans les classes, et l'opéra, etc., etc. Vraiment, encore une fois, pour que l'opéra ne soit pas... en gros, malheureusement, aujourd'hui, quand on va à l'opéra, on voit que la moyenne d'âge, c'est genre 60 ans. Il faudrait que... Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir rajeunir un peu? Et là, par exemple, Marina est très présente sur les réseaux sociaux, et donc c'est intéressant de voir comment est-ce que via TikTok, Instagram et tout le reste, elle va essayer
justement d'aller capter un autre public et s'adresser justement à la jeunesse. Et quand on n'est pas cantatrice ni philosophe, qu'est-ce qu'on apprend à travers votre livre? Quel est le message quelque part? Puisque le but, c'est quand même de progresser en lisant un livre. Qu'est-ce qui peut servir à tous? Exactement. En fait, c'est intéressant parce qu'on réfléchit à la notion des personnages, notamment quand on est chanteur d'opéra et qu'on doit incarner un personnage, par exemple comme Carmen. Bon, à Carmen, ça a été joué des milliers de fois. Donc, qu'est-ce qui fait justement qu'un chanteur d'opéra, quelle est sa marge de manœuvre entre la vision du metteur en scène, la vision du chef d'orchestre? Quelle est sa marge de manœuvre pour interpréter ce rôle-là? Alors ça, effectivement, ça appartient au domaine de l'opéra. Mais si on reporte cette question-là pour la vie de tous les jours, on n'est pas tous chanteurs d'opéra. En revanche, on est père, mère, chef d'entreprise. Enfin, en fait, on joue tous des rôles sans s'en rendre compte. Et la question, c'est de se dire quelle est notre marge de manœuvre pour les interpréter. On est père, chacun vient apporter sa singularité au rôle de père, au rôle de mère, au rôle de chef d'entreprise. Donc c'est intéressant d'aller creuser ça, se dire finalement quel est le supplément d'âme qu'on vient apporter au métier ou au rôle finalement social, familial, que l'on joue les uns par rapport aux autres. Alors ce qu'on apprend aussi dans votre livre, c'est que l'hybridation, ça ne s'improvise pas. C'est pas un touche-à-tout plus ou moins génial. Il y a un élément auquel vous faites référence, c'est l'éducation, sur lequel on reviendra. Et l'éducation très tôt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, traditionnellement, on dit qu'il faut d'abord faire entrer dans le crâne des savoir-faire très précis, par silo, avant de... Il y a clairement une question d'éducation, et pour le coup, derrière ce grand terme d'hybridation, en fait, c'est tout simplement la question de la curiosité. Comment, en fait, on sort de son petit monde et on s'intéresse un peu à l'autre. Et pour moi, la curiosité, c'est la plus belle valeur que l'on puisse transmettre aux enfants, aux élèves. Et effectivement, c'est dans les familles. C'est dans les familles que ça se joue. Tôt, parce qu'on peut dire, on verra un peu plus tard, dans votre métier, dans vos enseignements supérieurs, etc. Ça doit être fait tôt. Voilà, ça se joue dans les familles, ça se joue effectivement à l'école. Pourquoi est-ce que le professeur de sport, quand on doit compter les pompes, ne nous fait pas un lien avec le prof de maths? La crainte, c'est de fragiliser les savoirs. Je pense que non seulement ça ne les fragilise pas, mais en plus, je pense qu'au contraire, ça les renforce et ça leur donne un sens. Exemple très concret, que je cite souvent, mais qui est vraiment parlant. On fait faire depuis des siècles des dictées aux enfants pour leur apprendre la grammaire et l'orthographe, et à la fin de l'année, ces bouts de papier sont jetés à la poubelle. Pourquoi est-ce qu'on n'apprendrait pas la grammaire et l'orthographe aux enfants en les invitant à écrire des lettres pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite à côté de l'école? Voilà. Finalement, la grammaire et l'orthographe passeraient de la même façon, sauf qu'en plus, ça a un sens. On n'écrit pas pour écrire comme ça d'une manière absurde, mais en fait, il y a une intention et on écrit effectivement pour une personne. Et là, pour le coup, la grammaire et l'orthographe ont un sens. Et là, l'enfant comprend qu'il faut qu'il apprenne la grammaire et l'orthographe s'il veut être compris et s'il veut pouvoir nouer un contact avec la personne à qui il écrit. Donc, au contraire, je pense que ça vient renforcer les savoirs et leur donner du sens. Alors, il y a un élément très prégnant aussi dans vos différents livres, c'est la question de la place du philosophe dans la cité. Donc, vous m'avez raconté qu'au départ, on vous a dit, quand vous êtes lancé dans vos études de philosophie, ça ne sert à rien dans un monde ancré de la philosophie, donc quelque part, vous essayez de démontrer qu'il sert à quelque chose. Mais quel est votre objectif que les philosophes rois, je crois que c'était une expression de Platon, si je ne confonds pas. Oui. Voilà, c'est les philosophes qui doivent diriger la cité ou qui doivent animer le débat. Quelle est votre analyse de fond là-dessus, sur cette place du philosophe dans la cité? Oui, alors effectivement, merci de me poser cette question, parce que c'est vraiment la question qui est au cœur de mon parcours, de ma vie. Effectivement, vous l'avez rappelé, donc moi je suis arrivée à l'École normale supérieure à Lyon. En 2008, c'était la crise financière et tout le monde me disait ça sert à rien de faire de la philosophie, le monde s'écroule, on n'a pas besoin de philosophes. Bon. Et donc cette question justement du rôle du philosophe dans la cité, je l'ai cherchée dans plein de mondes différents pour justement essayer de comprendre où est son rôle. Donc j'ai cherché dans la recherche, parcours académique, voilà. J'ai travaillé après dans différents cabinets ministériels pour voir si justement dans le monde politique ou en tout cas dans la chose publique, le philosophe n'avait pas des choses à dire ou à apporter. Et puis après j'ai cherché dans le monde économique où j'ai co-dirigé un incubateur de start-up. Et finalement le fait d'être passé dans ces différents mondes, j'ai compris que le rôle et la place du philosophe dans la cité, c'est pas dans un monde ou dans un autre, mais c'est justement au cœur de tous ces mondes. Et donc c'est cette place du centaure finalement qui est un peu hybride, qui a un pied dans plusieurs mondes, et donc il faut les avoir compris, connus ces mondes-là. Et moi mon objectif, c'est pas du tout le philosophe roi, j'ai absolument aucune ambition de ce point de vue-là. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est de me dire finalement comment est-ce que le philosophe vient effectivement apporter du débat, de la remise en question. Alors dans tous ces différents mondes que j'ai pu citer, dans le monde académique où finalement souvent il y a le côté un peu entre soi, on reste dans son monde de chercheur. Le côté politique où finalement c'est important de se dire comment est-ce qu'on repense peut-être la place du citoyen. Une citation d'actualité
C'est Rousseau qui dit nous avons des géomètres, des astronomes, des peintres, des musiciens, nous n'avons plus de citoyens. Bon, ça date du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, chacun est en train de dire alors moi je suis chef d'entreprise, qu'est-ce que vous faites pour moi? Moi je suis chercheur, qu'est-ce que vous faites pour moi? Moi je suis prof, qu'est-ce que vous faites pour moi? Il n'y a plus de citoyens. Voilà, en tout cas cette notion d'intérêt général. Donc là, le philosophe a quelque chose à apporter. Et en tout cas, moi dans mon parcours et dans la manière dont j'exerce mon métier, cette vocation si j'ose dire, je suis très attentive au fait justement d'être dans la cité. Voilà. Et donc très concrètement, pour moi être philosophe, c'est passer autant de temps à lire et méditer Aristote et Hannah Arendt qu'à parler avec un start-upper, le directeur d'une maison de retraite, un agriculteur, pour essayer de comprendre comment fonctionnent ces mondes-là et pour pouvoir les penser avec justesse. Et on pourrait vous dire qu'au contraire, certains philosophes, en tout cas, envahissent nos petits écrans. On les appelle même maintenant les tautologues, ils savent tout sur tout. Donc je pense à Michel Onfray ou d'autres, qui parfois dire des âneries. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi cette figure du philosophe médiatique ? Pour moi, en fait, il y a plus de médias que de philosophie. Voilà. Et pour moi, ça n'est pas ça, en tout cas, le philosophe de demain ou le philosophe dans la cité. Encore une fois, pour moi, le philosophe, c'est d'abord celui qui écoute, qui regarde, qui observe, et donc qui va passer du temps sur le terrain. Voilà. On a d'ailleurs ce même problème-là avec les politiques. Beaucoup de politiques qui vont passer beaucoup de temps sur les plateaux télévisés, peut-être moins de temps à aller parler et échanger avec les uns et les autres. Mais encore une fois, moi, j'ai fait tout un travail de recherche sur la question de l'agriculture. J'ai passé énormément de temps à parler avec des agriculteurs de tous les âges, de plein de métiers différents pour essayer de comprendre les crises et les transformations traversées par le monde agricole. Là, on a vu dernièrement une grande crise agricole. Effectivement, il y a un certain nombre de clés que l'on peut avoir, mais pour peu que l'on prenne le temps d'aller parler avec les parties prenantes au premier chef concerné. Alors, quand vous voyez monter les identités, les courants identitaires de toute nature, y compris politiques, religieux, etc., et vous parlez hybridation, vous vous sentez en contre-courant ? Alors en fait, c'est toujours cette question-là, je suis toujours mal à l'aise par rapport à cette question-là parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est que on a l'impression que on est à un moment où jamais on a autant parlé les identités, les communautés. Mais en fait, ça n'est pas vrai. Quand on regarde au siècle passé, il y avait de l'identitarisme et du communautarisme, sauf que ça prenait pas forcément les mêmes formes ni les mêmes, mais ça existait aussi. Donc finalement, il y a toujours eu ce décor. Il y a toujours eu ces deux tensions dans la société. Évidemment. Qui d'ailleurs pour moi, identitarisme et communautarisme, ce sont les deux faces d'une même médaille. Donc ça, pour le coup, on reste dans quelque chose qui est, en tout cas, d'une forme d'entre-soi et d'une forme d'aspect un peu statique, si j'ose dire. Non, mais moi justement, ce qui m'intéresse, c'est dans ce monde qui peut sembler un peu désespérant, d'injonctions contradictoires, et on a l'impression qu'on est tous acculés à l'impuissance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller identifier tous ces petits signaux faibles d'hybridation autour de nous, qui témoignent du fait qu'il y a des choses qu'on peut réconcilier, il y a des métiers que l'on peut réconcilier, des fonctions que l'on peut réconcilier, et essayer de me dire finalement comment est-ce que, ou des secteurs que l'on peut réconcilier, et comment est-ce que l'on peut transformer ces petits signaux faibles en signaux forts. Voilà. En tant que philosophe, je trouve qu'elle est là ma responsabilité. Alors justement, vous prenez beaucoup de soin à choisir vos interlocuteurs, et comme je l'ai rappelé au début de cette émission, le principe est de laisser un moment ma place à une personnalité qui va vous poser des questions à son tour. J'ai choisi de solliciter Bertrand Barré, un designer lyonnais, qui pour le coup exerce un métier avec beaucoup de transversalité. Et dans vos livres, vous insistez sur le fait que l'hybridation, ça suppose une métamorphose réciproque, que ça ne doit pas être juste une coexistence, une juxtaposition, une simple rencontre. Et justement, il passe d'un métier à l'autre, d'une activité à l'autre, avec un savoir-faire qui lui permet un petit peu d'être aussi bien, d'intervenir aussi bien dans les baskets, les vélos, les voitures, les gâteaux, et les médias aussi, puisqu'il nous a accompagnés dans la refonte de notre maquette. Donc je laisse ma place pour vous poser quelques questions pour rebondir aussi sur nos échanges. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Je suis ravi d'être face à vous et de débattre sur l'hybridation. Je dirige un groupe qui s'appelle Groupe Zebra, dont le logo est un zèbre. Alors en parlant d'hybridation, évidemment, ça m'intéressait. Et je suis venu vous parler d'hybridation et des empêchements à l'hybridation. Parce qu'évidemment, nous, on est plus que favorable à l'hybridation. C'est la raison d'être. Mais est-ce que vous pensez déjà que nos écoles le permettent? Est-ce que vous pensez que des écoles d'ingénieurs s'hybrident véritablement avec des écoles de marketing, avec des écoles de philosophie, s'il y en a?
Quelle est votre position sur cette hybridation nécessaire, forcée ou ratée ou encourageante des écoles? Oui, alors, merci beaucoup pour cette question. Effectivement, c'est une question vraiment intéressante que j'ai pu explorer de deux points de vue, à la fois les grandes écoles du service public et à la fois nos grandes écoles, que ce soit commerce, ingénieur, voilà. Et effectivement, il y a plusieurs freins. Alors, le premier, en fait, c'est que chacune a une plaquette pédagogique tellement finalement rigide, voilà, que finalement, dès qu'il s'agit d'imaginer un projet commun avec une autre école, tout de suite c'est compliqué parce que ça rentre pas dans les cases, ça rentre pas dans la plaquette pédagogique, dans les crédits, les examens, les choses, et donc c'est tout de suite compliqué. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, très souvent, malheureusement, les conventions de partenariat entre des écoles sont plutôt des juxtapositions que des hybridations. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un double diplôme, mais il ne va pas y avoir ce que j'appelle une hybridation, c'est-à-dire une métamorphose réciproque, et comment est-ce qu'on va repenser ma matière ou ma discipline par rapport à celle de mon partenaire. Et par exemple, j'avais pu voir, alors je ne les citerai pas, mais j'avais pu voir un partenariat entre une école de développement informatique et une école de commerce, en se disant on va mêler nos étudiants pour que ce soit une sorte de générateur de start-up. Et en fait, ce que je trouvais triste, c'est que finalement, les développeurs étaient en fait les petites mains qui devaient développer les applications, et les commerciaux de l'école de commerce étaient les grands penseurs, CEO, qui s'arrogeaient d'ailleurs tout de suite le poste de CEO en disant moi je pense à stratégie, et donc chacun dans son métier. Absolument. Et je trouve ça triste parce que finalement, si on veut être un bon chef d'entreprise, surtout dans une start-up, il faut avoir une étroite connaissance de l'application et du développement informatique, et donc si on n'est pas un peu développeur, ça ne peut pas marcher. Et de la même manière, le développeur doit intégrer des sujets de stratégie, de modèle économique dès le départ dans la construction de son outil, de sa techno. Et donc, s'il n'y a pas cette métamorphose réciproque, souvent, en fait, c'est un jeu de dupes et un partenariat de dupes, et la start-up se casse la figure. Voilà. Donc, en fait, on tente l'hybridation, mais on juxtapose et on garde les mêmes... c'est pas encore totalement gagné. Ouais. Et c'est vrai que, alors, encore une fois, il y a des choses qui se font de plus en plus, des écoles d'ingénieurs avec des écoles de design. Ça fonctionne bien. Mais pour le coup, moi, le mariage improbable que j'attends le plus, la véritable hybridation, c'est quand l'école normale supérieure fera un partenariat avec les compagnons du devoir. Voilà. Et ça, pour le coup, ça voudrait dire que l'hybridation a vraiment, entre guillemets, atteint ses lettres de noblesse, et qu'on a enfin cassé ce terrible préjugé de métier manuel et métier intellectuel. Alors, je vous ai emmené dans les écoles, mais moi je vis au sein des entreprises. Et là encore, barrière à l'hybridation, l'organigramme lui-même. Parce qu'on a un directeur financier, un directeur industriel, un directeur marketing, un DRH. Oui. Alors, l'hybridation dans l'entreprise, c'est comment au-delà de la collaboration? Oui, alors c'est là où c'est très intéressant, c'est que... Et c'est là où le réel, justement, invite à l'hybridation. Exemple, avec la crise sanitaire, finalement, jamais le directeur de l'immobilier et le DRH n'ont passé autant de temps ensemble pour penser justement à la question des lieux de travail de demain. Donc là, effectivement, ils ont été finalement forcés à une forme, en tout cas au moins de rapprochement. Et là, ce que je trouve intéressant, dans toutes les réflexions sur le rôle sociétal des entreprises, on voit que finalement, si avant un directeur financier, c'était un directeur financier, et un directeur de la RSE, c'était un directeur de la RSE, à un moment donné, l'hybridation du financier et de l'extra-financier va devenir même obligatoire, enfin réglementaire. Et donc, pour moi, le directeur financier de demain va devoir apprendre à devenir un directeur extra-financier. Donc finalement, il y a ces liens-là à construire. Donc en tout cas, sur le moyen et le comment, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des identités professionnelles. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point un métier, finalement, vient, au fur et à mesure des années, vient finalement vous enfermer un peu dans un côté, effectivement, un peu d'entre-soi. C'est une phrase dans une série télévisée en thérapie qui était diffusée sur Arte, où l'un des personnages dit à l'autre « Tu as adhéré à un métier et à la vision du monde qu'il charrie ». Voilà. Et cette phrase, tu as adhéré à un métier, à la vision du monde qu'il charrie, ça dit tout. Donc la question, c'est comment est-ce que je suis apte ou prêt à repenser ma vision du monde pour laisser place à la vision du monde de mon collègue ou co-directeur, voilà, etc. etc. Ouais. Alors, si ce que vous abordez là, c'est la question presque du terrain de jeu, c'est-à-dire que pour pouvoir les hybrider, il faut quand même soit les avoir forcés, soit que les contraintes extérieures amènent deux profils différents à travailler ensemble. Donc c'est un peu l'isotope dans lequel on les plonge ou la contrainte dans laquelle on les met? Alors
Oui, mais c'est pas forcément sous le signe de la contrainte, et c'est pour ça que j'ai voulu valoriser ou revaloriser cette figure du centaure, parce que justement, le centaure, celui qui a un pied dans plusieurs mondes, c'est le directeur financier qui peut-être avant était directeur de la RSE ou inversement, ou le directeur commercial qui était directeur juridique ou qui a fait beaucoup de droit, et qui du coup, finalement, va pas être un directeur juridique ou un directeur commercial comme un autre, justement parce qu'il a intégré soit la dimension commerciale, soit la dimension juridique, et qui dès le départ va penser autrement la relation avec le client ou autrement la question de la rédaction du contrat. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, justement ces profils un peu atypiques qui ont une sorte de double formation, double parcours et qui sont à même justement de servir de métisseurs ou de traducteurs entre les mondes ou entre les départements ou les services dans l'entreprise. Ça m'intéresse aussi parce qu'évidemment dans l'innovation on a souvent tendance à définir le rôle du chef de projet et l'attribuer à des jeunes. Parce qu'on confond parfois innovant et jeune. Est-ce qu'on peut être hybridé en étant jeune ? Est-ce que la jeunesse est un frein à l'hybridation ou au contraire un tremplin ? Et donc, est-ce que vous pensez que la sagesse ou l'expérience est un facteur accélérateur de l'hybridation ou au contraire, trop tard, trop formaté et on n'arrivera plus à... Alors ça, c'est une magnifique question. Et en fait, je reviendrai sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de la curiosité. En fait, c'est pas une question d'âge. On peut être jeune et curieux de rien, ou on peut être âgé et continuer à être curieux de tout. Donc pour le coup, pour moi, la véritable question, c'est la capacité de curiosité d'une personne. Et là, encore une fois, ça n'est pas une question d'âge. Donc c'est cette question d'ouverture, cette soif d'apprentissage. Voilà, donc ce sera ça finalement le critère. Très bien, ça c'est parfait. Moi, j'ai une dernière notion qui nous occupe beaucoup dans notre métier, c'est celle du chef de projet. Dans les grands projets, on nomme souvent un chef de projet et des équipiers. Et nous, chez nous, on considère que le projet, c'est le chef. Et que le leader, que l'on nomme en tant que leader, lui, va être tournant. C'est-à-dire qu'en début de projet, on nomme une équipe et on dit le leadership va tourner. On annonce cette couleur-là pour hybrider le pouvoir, quelque part, et justement faire rentrer les gens dans cette métamorphose commune, en disant tu n'es pas chef d'un bout à l'autre, tu n'es déjà pas chef, tu es leader. Est-ce que cette notion de leadership partagé, temporaire, est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres domaines? Est-ce que ça vous parle ou... Bravo, c'est une très belle idée. Et effectivement, c'est très intéressant parce que je pense que ça permet à chacun de voir ce que ça fait que d'être responsable ou de manager. Ou voilà, donc finalement, ça responsabilise tout le monde. Donc c'est une très belle manière de faire et de mener un projet. Et ce que j'ai fait justement l'année dernière, un gros travail de recherche sur la question de la gouvernance partagée, gouvernance un peu hybride. Et je l'ai vu à la fois en entreprise et aussi au sein de différentes collectivités. Et c'est intéressant de voir, notamment, c'est intéressant, j'ai beaucoup exploré le pôle métropolitain. Donc un pôle métropolitain, regroupe donc différentes métropoles et différentes villes et territoires associés, ruraux, voilà. Et c'est intéressant parce que les pôles métropolitains, souvent, ont une gouvernance tournante et donc ça va être un maire différent par an. Voilà. Chaque année, c'est un maire différent qui prend la gouvernance. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire en sorte que ces gouvernances partagées ne soient pas une juxtaposition de petits intérêts particuliers, mais que finalement, on essaye, tant bien que mal, de penser l'intérêt général ou du moins l'intérêt collectif. Et donc, c'est sûr que le leadership tournant peut être une bonne manière de procéder. Tout à fait. Excellent. Ben là, il y a un rapprochement entre ces deux mondes qui peut être intéressant. En tout cas, merci. J'invite tout le monde, évidemment, à découvrir vos travaux parce que je pense que l'hybridation, mais je pense qu'on partage cette idée-là, c'est l'avenir. Le monde va très vite. L'évolution du monde va très vite, que ce soit technologique, scientifique, les évolutions sont monstrueuses et le futur est une hybridation déjà démarrée. Et on va quitter un monde de silos pour aller vers ce monde totalement hybridé, dont on ne maîtrise pas encore les contours. Vous nous y aidez avec vos travaux et merci beaucoup pour tout cela. Merci beaucoup, ravi de vous avoir rencontré. Eh bien, merci à Bertrand Barret d'avoir expérimenté cette nouvelle formule d'émission. J'ai une seule question évidente pour clore cette émission. Est-ce qu'on verra un livre, La philosophe et le designer? Alors, tout est possible, voilà. Et justement, l'hybridation, c'est le mariage improbable. Donc, l'idée, justement, c'est de casser vraiment les codes et d'imaginer des mariages vraiment improbables. Voilà. Merci, Gabrielle Alperne. Merci beaucoup pour votre invitation.